le char est à la fois trop lourd et trop léger, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Dans cette communication, nous voulons démontrer que la légende de Phaeton offre la grammaire qui fait défaut pour penser l'intelligence artificielle en quête de pouvoir et de risque démesurés. Nous commençons notre propos par illustrer les motifs qui poussent l'homme contemporain à monter sur le char. Le char renvoie à l'intelligence artificielle. Puis, diagnostiquer l'embrasement qu'il provoque pour enfin interroger les voies de la sophrosine proposées à nous par Platon en lien avec l'avenir et l'Afrique. Le premier moment dont nous interpelle, de la légende de Phaeton à la similarité technologique. Dans l'histoire de la philosophie, la légende de Phaeton est évoquée pour la première fois par Homère à la fin du 8e siècle avant notre ère et était qualifiée par le concept d'astre solaire, ou mieux, les brillants rayons du soleil. Ainsi, dans la théogonie, il utilise à partir du concept Hélios Phaeton, dont la tradition renvoie au concept soleil. C'est cette approche qui va dominer la tradition latine et byzantine. Toutefois, il serait sauvenu de ne pas rappeler que Platon évoque ce personnage dans l'ultimé, où il montre par la bouche de Solon le chaos de la Grèce antique par l'action de démesure que pose Phaeton à cause de son ignorance. Je le cite. Les hommes ont été détruits et le seront encore et de beaucoup de manières. Comme citation. Solon enseigne par cette légende a pour objectif de décider la nécessité de faire preuve de prudence, de tempérance et la nécessité d'avoir la connaissance de ses faiblesses et de ses forces. Dans le parmi, Platon parle du concept de sophrosine qui renvoie à l'art de se connaître soi-même, à la sagesse. Phaeton, au sens platonicien, est celui qui manque de discernement en nourrissant la présomption de prendre la place des dieux. Or, cet acte est une incongruité notoire. Cette allégorie peut s'appliquer aux partisans de la singularité technologique pensée par Jean-Gabriel Banassia, qui dépeint cela comme une conception d'intelligence des futuristes contemporains qui nourrissent la conviction de l'humanité que l'humanité est en marche vers l'éducation technologique et de pouvoir arrêter cette dynamique. La singularité numérique est donc une meilleure religiosité avec ses technoprophètes spécifiques qui nourrissent la hantise de la siliconisation du monde au sens d'Éric Sadon. Ce philosophe utilise ce terme pour décrire l'expansion irrésistible du libéralisme numérique où la logique de la Silicon Valley, Google, Apple, Facebook, Amazon, etc., colonisent les territoires et les esprits. Les technophétons de cette tendance sont Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs, etc. La hantise du modernisme est de prendre la place dévolue à Dieu sur terre, sans se soucier des conséquences qui peuvent en découdre. Un intérêt de l'idée le manque de sophrosine dont fait preuve Phaeton est clairement exposé dans la pensée d'Ovide. Ce retour aux sources nous permettra de mieux faire l'analyse des penseurs de la Silicon Valley qui, via les objets connectés et l'intelligence artificielle, entendent de conduire le char de feu dévolu à Hélios dans la mythologie grecque. Il suffit de lire le livre 1 et le livre 2 des Métamorphoses d'Ovide pour se rendre compte du manque de sagesse de Phaeton et la tête de la phronésis tant à faire serment face à une situation donnée. Ovide commence par nous montrer que Phaeton n'a pas agi comme Prométhée dans les textes d'Échille, qui se fait l'accent du peuple par philanthropie pure. Dans le Prométhée enchaîné, l'acte posé par cet Icare-dit Prométhée est un signe salutaire pour l'humanité car elle vivait dans une espèce de précarité et d'ignorance sans seulement aucun se nourrissant d'ambroisie. Mais il convient de noter avant tout que cet acte n'est pour résoudre qu'un ivresse, car c'est Prométhée qui ouvre la boîte à Pandore, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, c'est une boîte à Pandore. Dans les métamorphoses d'Ovide, l'attitude de Phaeton suprême par rapport à Prométhée, même si le vol est un crime, parce qu'il va à l'encontre des principes de la dignité de la justice. Entendu ici comme justice, vertu, Phaeton est un orgueilleux qui ne veut pas rester à sa place, c'est l'homme contemporain d'aujourd'hui. Pour être
point de cohérence, les métamorphoses essentielles devraient être terminées lorsqu'Ovide fut relégué au cours du dernier trimestre de l'an 8 de notre ère, se compose de 15 livres rédigés en hexamètre. Il s'agit pour le contenu d'un recueil de mythes d'origine grecque, dont l'unité formelle se voit assurée par ces trois vecteurs. Primo, chaque mythe décrit ou fait allusion à un changement de forme. Secondo, les mythes s'intègrent dans des ensembles liés les uns aux autres par des procédés littéraires très élaborés. Tertio, la progression de l'œuvre suit un ordre chronologique qui a pour point de départ la transformation du chaos en cosmos, qui culmine dans l'apothéose de Jules César. Les deux premiers livres exposent une légende cosmique où nous entrerons déjà au vide de lutter pour se départir du chaos. Mais ce qui nous intéresse en filigrane, c'est l'histoire de Phaéton pour comprendre les dérives de l'homme contemporain avec la singularité biologique relative à l'intelligence artificielle. Les enquêtes de ce nouveau paradigme veulent par tous les moyens réaliser la parodie laïque par le jugement de leur néo-religiosité dont ils s'obstinent à défendre à l'instar des philosophies modernes avec leurs utopies. Bacon est reconnu comme l'un des précurseurs de cette tendance lorsqu'il énonce dans le Novum Organum en 1620 « Science et puissance humaine aboutissent au même, car l'ignorance de la cause prive de l'effet. » Dans la Nouvelle Atlantide, il nous présente la maison de Salomon où un collège de sages s'adonne à la méthode expérimentale. Dès qu'on présente son programme de maîtrise scientifico-technique, je le cite, notre fondation a pour fin de connaître les causes et le moment de secret des choses et de réguler les causes de l'empire humain en vue de réaliser toutes les choses possibles. Descartes viendra l'enchérir en évitant les hommes par cet accroissement indéfini en nous prenant comme maître et possesseur de la nature. Or, pour ne pas faire une fuite en avant, il est important de mentionner qu'Ovide, grand admirateur de l'âge d'or, ne permet pas que les hommes occupent la place des dieux. L'âge d'or fut le premier acte de la création. Partant de mère religieuse, Ovide soutient que c'est à partir de l'âge de fer que les crimes se repentirent au détriment de la pudeur et de la bonne foi qui disparut. Les dieux abandonnent l'humanité à elle-même, mais les dieux avaient des enfants avec des mortels, et ce fut le cas de Phaéton, fils de Clymène et d'Hélios. Phaéton incarne la démesure, parce qu'il est bantard et orgueilleux, et se voit être accusé de présomption par Epaphus, qui le traite de menteur en ce qui nous concerne, qui concerne ses origines. La légende raconte face à cette humiliation, Phaéton va se rapprocher de sa mère dans l'optique d'avoir la certitude de sa paternité, si bien que Phaéton, satisfait de la confirmation de Clymène, va caresser les légions éthiopiennes qui lui sont soumises et les Indes placées dans la zone brûlante. Ça veut dire que Phaéton, ce que je voudrais dire en d'autres mots, c'est que l'intelligence artificielle nous place dans une posture phaétonienne. Et les techno-phaétoniens sont donc des adeptes de la singularité technologique. Et pour mieux vivre, j'invite nos congénères, les Africains, à développer ce que Platon a appelé autrement la sophrosine, c'est-à-dire la prudence. Je vous remercie. Merci, professeur Armand, qui nous a ramené à la mythologie grecque et nous invite, par ces temps qui sont les derniers, à voir ce qui est arrivé au début. Alors pour lui, il y a aujourd'hui une dérive qui, pour la comprendre, il faudrait le lire avec un parti pris la mythologie, contrairement à ce que en pensaient certains philosophes grecs du départ, qui ont voulu séparer la mythologie du savoir. Et Platon est dans
dans la chevauchée entre les deux moments. D'autres philosophes vont le suivre et ils vont puiser dans cette sagesse ancienne des éléments pour comprendre le monde présent. Il faut donc qu'il y ait la mesure, parce que nous commençons à vivre la démesure. C'est ce qui caractérisera Phaéton, ce personnage mythologique qui est allé plus loin que Prométhée. Parce que Prométhée, au moins, il a fait un acte qui pouvait sauver la communauté humaine. C'est pour cela qu'il va voler le feu des dieux pour l'apporter à la communauté des hommes. Il sera puni, mais lui, il aura posé un acte en vue du bien commun. Tandis que Phaéton est un orgueilleux, il ne pense qu'à soi et il voudrait s'accaparer du pouvoir des dieux. C'est pour cela qu'il lui est donné l'occasion même de conduire Apollon et donc de conduire Hélios, qui est le dieu du soleil, dès son lever jusqu'à son couchant. Mais mal lui en a pris parce qu'il se fera mordre les doigts. Nous sommes donc dans une ère où le mythe doit être réécouté, notamment le mythe de Phaéton. Pourquoi nous ne sommes pas dans la démesure? On pourrait lire le monde présent comme Phaéton et Hélios. Phaéton, les hommes ont été détruits parce qu'ils ont voulu se faire détruire. Est-ce que l'intelligence artificielle n'est pas notre désir implicite de vouloir nous mesurer aux divinités? Et peut-être même comprendra-t-il, il nous a donc menés dans les méandres de l'Antiquité grecque en nous rappelant simplement qu'on a déplacé la religiosité. L'intelligence artificielle est devenue une néo-religiosité si nous employons les termes même du professeur Armand. Phaéton, qui a été un orgueilleux, ne veut pas rester à sa place. Il a donc suivi la dérive de l'homme. Et c'est la dérive de l'homme actuel qui a commencé par Novo-Organum de Bacon et se poursuit dans toutes les perspectives de l'humanisme transhumain qui est en cours. À nous donc maintenant de nous placer devant ce monde nouveau et de ne pas nous précipiter. Parce que de plus en plus, nous avons des pontes. C'est une religiosité nouvelle qui voudrait nous faire croire que nous y sommes arrivés, alors que nous sommes encore bien loin et mal pourrait nous arriver. Comme d'habitude, relevons les questions, elles seront posées tout à l'heure aux membres du panel. Sans plus attendre, nous allons donner la parole à la professeure, à la docteure Véronique Noy, pour repenser Aristote à l'ère de l'intelligence artificielle. Pour saluer le départ du professeur Beyen Armand, applaudissons très fort pour lui. Et accueillons le professeur, accueillons Madame Véronique Noy par nos applaudissements. Merci, monsieur le modérateur. Je voudrais d'abord commencer par les civilités, d'abord un peu CGP, de dire merci au conseil scientifique qui m'a donné l'opportunité de prendre la parole devant vous. Et remercier aussi le professeur Norbert pour sa brillante présentation et à mon papier qui a apporté, mon professeur,
parce qu'il m'a tenu à l'écart au premier et au second cycle, jusqu'en master. Et c'est un honneur pour moi de prendre la parole devant celui qui m'a formé, qui m'a fabriqué. Alors, j'ai le devoir d'échanger avec vous sur les fondements qui sont les fondements ou alors les origines philosophiques de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle est une révolution qui maintenant face à un miroir technologique et suscite des interrogations sur l'essence même de la pensée. Le retour à Aristote nous paraît une nécessité pour explorer les principes philosophiques qui peuvent être appliqués ou remis en question par les nouvelles technologies. Il s'agit par exemple de définir la frontière entre le calcul et la sagesse. Car la classification et l'observation, telle que conçue par Aristote, peuvent aujourd'hui être comparées au traitement des données et à l'apprentissage automatique. Cela remet en question ce que signifie connaître et comment la découverte se produit-elle à l'ère du numérique. En fait, réinterpréter Aristote aujourd'hui ouvre plusieurs perspectives, aussi bien sur l'éthique et la vertu que sur la logique et le raisonnement pour parvenir à la connaissance. Nous le savons, Aristote a établi les bases de la logique formelle et présente le syllogisme comme un système qui doit permettre de raisonner rigoureusement et correctement. Ainsi, Aristote, dans le livre 3 de l'âme, nous dit que la connaissance humaine résulte de l'action de l'intelligence sur les données fournies par les sens. Cependant, si l'intelligence artificielle peut être considérée comme l'incarnation du logos aristotélicien, qui met en lien le passage du syllogisme à l'algorithme, notre préoccupation est de savoir comment l'intelligence artificielle utilise-t-elle la logique pour prendre des décisions. Aristote nous fait comprendre que l'âme humaine apparaît comme le principe qui permet à l'homme de penser, de comprendre et d'accéder à la vérité. D'où la question de savoir, dans quelle mesure peut-on dire que la pensée humaine dépend aujourd'hui encore d'une expérience sensible face au développement des sciences et des technologies modernes. Pour répondre à cette question, nous avons trois sous-points. Nous voulons dans un premier temps discuter de l'intelligence, ou du moins le rôle de l'intelligence pour parvenir à la connaissance. Ensuite, présenter la connaissance logique à l'aide du numérique. Pour enfin pallier sur ce qu'on va appeler les limites de la logique. Pas déjà de la logique, parce qu'éventuellement nous connaissons déjà les limites de l'intelligence artificielle, du moins qui nous ont été présentées depuis le début de ce panel. Nous revenons toujours dans la première partie. Notre livre, le livre 3 de l'Aristote, affirme que toute connaissance humaine débute par les sens. Ces derniers permettent à l'homme d'entrer en contact avec le monde extérieur et de recevoir la forme des objets sans leur matière. L'intelligence artificielle, n'ayant pas d'organes sensoriels, mais des flux de données, peut-elle réellement connaître ou ne faire que stimuler la connaissance. Toutefois, si la vue, lui, le toucher, constitue les premières étapes de la connaissance, ce n'est pas suffisant pour comprendre pleinement la réalité. Car l'imagination intervient alors pour conserver et représenter des images perçues. Voilà pourquoi c'est l'intellect. C'est l'intellect qui permet de transformer les données sensibles en connaissances universelles et abstraites. Et Aristote distingue l'intellect patient de l'intellect agent qui éclaire et rend possible la compréhension. Et on se demande si
dans l'intelligence artificielle, on peut aussi avoir ces éléments. C'est grâce à l'activité intellectuelle que l'on peut accéder à la connaissance et développer la science. Ainsi, la pensée humaine dépasse le simple niveau sensible pour parvenir à une connaissance rationnelle et universelle. Une fois que j'ai dit ça, je vais survoler la deuxième partie pour être sûr que je reste dans le timing. Pour présenter la connaissance à l'ère du numérique. La connaissance logique est basée sur des principes. On sait qu'Aristote a développé des idées sur la catégorisation et la classification des connaissances et qui sont primordiales pour l'organisation et la représentation des connaissances en IA. Et dans le traitement du langage naturel et des systèmes d'expertise. Donc la représentation des connaissances sous forme de catégories et de relations est essentielle pour permettre à une machine de comprendre et d'agir sur l'information. Ainsi, la connaissance logique, comme je le disais tantôt, est basée sur des principes et des règles de la logique formelle, entendues comme en fait, la logique formelle, c'est la capacité à raisonner de manière cohérente, à tirer des conclusions basées sur les prémices données et à analyser les arguments selon les normes logiques. Alors, la logique formelle d'Aristote a jeté des bases de raisonnement logique, qui est la composante essentielle de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les influences aristotéliciennes demeurent pertinentes dans de nombreux aspects du traitement et du raisonnement logique. Il est donc important de savoir que la logique formelle, notamment celle développée par des philosophes comme Aristote, Leibniz et Frege, a posé les bases du raisonnement logique et les travaux sur le syllogisme et les systèmes logiques plus modernes comme la logique propositionnelle et la logique des prédicats ont eu un impact direct sur le développement des IA en offrant des outils pour formaliser les arguments et les raisonnements. Avant de continuer, nous tenons à préciser que le syllogisme est pour Aristote le raisonnement par excellence, celui où la science apparaît. Et Aristote le définit dans les premières analytiques. Paragraphe 8, il dit que le syllogisme est une énonciation dans laquelle certaines propositions étant posées, on en conclut nécessairement quelques autres propositions différentes de celles-là, par cela, seules que celles-là sont posées. Donc, il exprime symboliquement ainsi, dommage que le professeur ne soit pas dans la salle, parce que cette définition, de manière avec le symbole qui dit si P implique Q, et si Q implique R, alors P implique R. Par conséquent, Aristote le premier établit la distinction entre validité formelle du raisonnement et validité factuelle des propositions qui le constituent. Le mode de raisonnement paradigmatique qu'est le syllogisme illustre parfaitement la définition de la logique comme étude de la forme du raisonnement. Je vous fais fi de ce que Leibniz dit parlant du syllogisme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 1950, les pionniers comme John McCarthy, Marvin Minsky et Alan Newell ont développé les premiers programmes d'IA qui intégraient les principes logiques, par exemple le langage de programmation créé par McCarthy, qui était conçu pour manipuler les symboles et traiter des expressions logiques. En effet, le développement des théories linguistiques, notamment par des penseurs comme Noam Chomsky, a également joué un rôle clé.
Les modèles de grammaire générative ont inspiré des approches en IA, en particulier dans le traitement du langage naturel, où des structures logiques sont utilisées pour analyser et générer le langage humain. Pour faire simple, disons que la logique aristotélicienne joue un rôle clé dans la manière dont les systèmes d'intelligence artificielle sont conçus pour raisonner, traiter et recenser des informations. Et ces principes continuent de servir de fondation pour de nombreux aspects de l'intelligence artificielle moderne, malgré l'émergence de nouvelles approches et techniques. On peut, avec ces nouvelles approches, constater que la logique formelle connaît quelques limites par rapport à l'avancée qu'a aujourd'hui l'intelligence artificielle. Et par conséquent, nous disons que bien essentiel dans le développement de l'intelligence artificielle, bien que la logique bien essentielle dans le développement de l'intelligence artificielle présente des limites qui peuvent restreindre son efficacité et son applicabilité dans certains contextes tels que la complexité des connaissances réelles, car le monde réel est souvent trop complexe et nuancé pour être modélisé entièrement par des systèmes logiques rigides. La logique formelle peut avoir du mal à représenter des connaissances ambiguës, incertaines ou contradictoires qui sont fréquentes dans des situations réelles. Son incapacité à gérer les incertitudes n'est pas en reste. Bien que la logique soit un outil puissant pour le raisonnement dans l'intelligence artificielle, on dit qu'elle présente des limitations qui appellent à l'intégration des méthodes alternatives. Et ces méthodes alternatives, telles que les approches basées sur l'apprentissage automatique et le raisonnement probabiliste, qui peuvent mieux gérer les certitudes, la complexité et la variabilité des données dans le monde réel. Donc, l'avenir de l'IA pourrait ainsi résider dans les systèmes hybrides qui combinent la rigueur de la logique avec la flexibilité et l'apprentissage des méthodes non logiques. Je vais chercher à conclure. Sans doute, repenser Aristote aujourd'hui nous amène à comprendre que l'utilisation de la logique dans l'IA permet de structurer la pensée, de formaliser le raisonnement et de garantir que les décisions prises sont basées sur des principes clairs et rationnels. Cependant, il est souvent nécessaire de combiner les méthodes logiques avec d'autres approches. Et repenser Aristote aujourd'hui, c'est réaliser que l'intelligence artificielle reste un organement tant qu'elle ne possède pas de telos, c'est-à-dire une finalité forte. Car si l'intelligence artificielle possède le logos comme structure, elle est dépourvue de la noétie dans des intuitions intellectuelles des premiers principes. Pour Aristote, la logique est un instrument pour atteindre la vérité sur le monde réel et elle est ancrée sur la sémantique dans l'essence. Ainsi, si l'IA peut imiter le raisonnement de l'homme, elle ne partage pas sa condition de vulnérabilité et de mortalité, surtout de toute éthique aristotélicienne. En fin de compte, l'IA nous oblige à redécouvrir ce que signifie être un animal doué de raison. Ce n'est pas seulement savoir calculer, c'est savoir pourquoi nous calculons, car la sagesse pratique demande une expérience vécue et une compréhension des nuances morales que le calcul statistique ne peut saisir. Une machine peut être performante, mais elle ne peut pas être vertueuse au sens d'Aristote, car la vertu exige une intentionnalité consciente et un choix délibéré. Alors, monsieur le modérateur, il est de coutume qu'on finisse une allocution en remerciant son auditoire. Moi, je finirai cette allocution en posant une question à mon auditoire, à notre auditoire. Si Aristote définit l'homme comme la forme du corps organisé, étant donné qu'une IA n'a pas d'organes sensoriels, comment donc penser l'humain
à l'aide des machines transparentes. En fait, peut-on vraiment attribuer la faculté de juger à la machine? Est-ce qu'on peut dire qu'une machine est intelligente, puisque cette faculté est innée à l'être humain? J'en ai terminé. Bien, nous avons la preuve que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire, de penser à Aristote, selon revoir toute la grammaire, qu'est-ce que la grammaire? Les grands grammairiens comme Chaucy ont été cités pour dire que la pensée de l'homme peut être formellement juste, mais elle peut aussi être dans le raisonnement fausse. L'exemple le plus courant de Chomsky, c'est le palmier se promène en ville. Voilà un exemple de phrase qui est une phrase formelle. Il y a un syntagme nominal, un syntagme verbal, syntagme verbal nominal numéro 2. Mais cette phrase n'a pas de sens. Il y a un sujet, un verbe et complément. Alors, la machine, telle que l'intelligence artificielle, elle reçoit des données qu'elle peut ensuite nous transmettre. Est-ce qu'elle est capable de poser un raisonnement d'abord cohérent par elle-même? Si oui, est-ce qu'elle est capable de flexibilité? Est-ce qu'elle peut apporter des nuances? Est-ce qu'une machine intelligente, comme le suggère Aristote, est-ce qu'elle peut penser les nuances? Est-ce qu'elle peut traiter avec quelqu'un? C'est là la grande flexibilité qui va lui manquer. Voilà pourquoi, à la fin, la philosophe nous pose un problème. Si l'IA peut imiter l'humain, est-ce qu'elle ne nous plonge pas, elle ne partage pas sa vulnérabilité? Alors, quel est son avenir? Est-ce qu'on peut dire qu'une machine est réellement intelligente? Madame Véronique Noir, mérite donc nos applaudissements pour ce travail qui nous est la phase des questions, nous demandons à l'assistance de préciser à qui les questions sont adressées pour que nous puissions demander à cet intervenant de répondre. Et nous demandons ensuite qu'il n'y ait pas de questions ex aequo. Vous posez une question, vous laissez la place aux autres intervenants, qui ont la possibilité aussi de s'exprimer. Donc, posez une seule question à la fois. Sans plus attendre, vous avez la parole. Vous vous présentez rapidement et puis vous donnez votre nom tout court, hein, le reste n'a pas d'importance. Bon, la question n'étant pas de moi, c'est une question en ligne, parce que le colloque passe en ligne via Facebook. Donc, c'est une question du professeur Bobongo adressée au docteur Bélier. La question, la voici. En dehors de la tradition grecque, peut-on trouver des éléments dans la tradition africaine en général et la tradition métier en particulier pour fonder la prudence face à la montée et à la puissance de l'IA? Bon, il y a une autre question du professeur Bobongo adressée au professeur Gartiba, malheureusement, elle est partie. Après, vous pouvez comme la dire. Je peux la lire. Alors, doit-on utiliser toute la puissance possible de l'IA en Afrique, où il faut hésiter d'engager certaines recherches potentiellement dangereuses? Ne faut-il pas une plus grande précaution? Bien, merci au professeur Bobongo qui nous envoie cette question-là. Dernière question avant de passer la parole. Bien, merci. C'est docteur Machine. Ma question s'adresse au professeur Lambert. C'est quoi
les machines sont achetées. L'Afrique est considérée comme la périphérie. Alors, en tant que périphérie, qui ne contrôle pas les données ou ces données, alors, ne risque-t-on pas être la poubelle du monde? Si vous pouvez reprendre plus calmement que le procès de temps de... Je reprends. Je dis ceci. Les centres data sont en Californie aux États-Unis. Les semi-conducteurs qui relient les machines sont fabriqués à Taïwan. Et les machines elles-mêmes sont en Chine. C'est dire que l'Afrique ici est comme la périphérie, qui n'a pas de données, qui ne maîtrise pas les données. Est-ce que nous ne risquons pas d'être la poubelle de cette IA? Bien, merci. Nous nous arrêtons là pour la première série de 3 questions. Nous allons donner la parole au professeur Veyener pour répondre à la première question qui nous est venue du professeur Bobongo. Étant entendu que la question relative à la limitation est une question ouverte. Si quelqu'un a des éléments de réponse, il pourrait prendre la parole continuellement. Merci. Professeur Veyener. Je vous remercie. Le professeur Bongo, je le reconnais ici en tant que philosophe africain. Il a toujours des postures parallèles à la Grèce antique. Et lui, il est pointilleux sur des questions anthropologiques. Moi, j'ai ma posture, c'est historien de la pensée, de l'idée. Je fais l'effort de faire un conglomérat, c'est-à-dire de lire la philosophie africaine, en même temps que la philosophie occidentale. Je vais essayer de répondre à la question de mon maître. Parce que pour ça, au Congo, c'est mon maître. Et quand il me pose une question, c'est une question à creuser davantage. Mais il a invité à. Il me pose la question de savoir si l'intelligence artificielle ne peut pas avoir des sous-bassements, c'est-à-dire épistémologiques, ethniques, et insister sur la question petit. Je vais répondre en disant que les petits sont un peuple. Et le peuple petit a une tradition très soudée. Il ne vient pas nécessairement de l'égitique pour éviter de faire comme les panafricanistes qui estiment qu'il faut toujours faire un retour à l'Égypte antique que j'appelle à la suite de Jean-Bertrand Moreau l'égitique. Je ne voulais pas faire l'égitique. Je voulais dire au professeur Bongo, puisqu'il a dit en ce moment, que la tradition de tir recèle des armes nécessaires. Et il y a des textes qui ont été publiés par certains philosophes d'obédience de tir. J'ai eu en tête l'abbé Agnanois, l'abbé Agnanois de Manayo, qui a fait un travail très pointilleux sur la tradition de tir. Et j'ai encore en tête quelqu'un comme Toro Akangana, qui a vraiment travaillé avec des mythes, des contes. Et ces contes-là nous permettent donc de développer une certaine éthique de la prudence, de la précaution. La tradition de tir recèle en soi la prudence. La tradition de tir recèle en soi l'éthique de la prudence. Donc la phonétique grecque ne nous enseigne absolument rien. Il n'y a rien de nouveau, comme dit Monseigneur depuis. La tradition de tir nous enseigne comment vivre. On appelle ça le principe d'amarrage, si vous voulez, la prudence. Chez nous les petits, quand on vous dit, par exemple, tu refuses de manger, tu as tout. C'est une manière de dénoncer quoi? La paresse et l'oisiveté. La question de tir invite davantage ses congénères au travail. Et ce travail peut bénéficier de l'intelligence artificielle sans pour autant aliéner le petit
Parce que le petit est arti. Le petit est arti. Ça veut dire qu'il est quelqu'un de. Comme ne lève pas le monde, c'est un Dieu. Un petit arti, Dieu. Alors, nous sommes des dieux. Et se substituer au Dieu par l'intelligence artificielle est une problématique parce que nous-mêmes en soi sommes déjà intelligents. Moi, je ne suis pas très bon en ethnologie, je ne vois pas en ethnologie ou en anthropologie, mais j'ai essayé de répondre et je vais dire au professeur que je vais davantage creuser la question parce que nous sommes en philosophie africaine et je vais m'intéresser justement à la question de l'intelligence artificielle en lien avec les outils, en fuyant les textes, parce que les philosophes ne parlent pas. Les philosophes lisent les textes, les histoires des philosophes. Je vous remercie. Merci, docteur Mathieu, pour la question. C'est une question assez difficile. Dit que est-ce que nous serons la poubelle du monde? C'est vrai que nous sommes déjà la poubelle du monde, pas côté numérique. Que quand vous regardez nos marchés, la brocante que nous avons ici, c'est la poubelle du monde. Nous sommes déjà. Mais numérique, côté numérique, on peut encore faire des choses. Donc, les data centers, au Cameroun, on a des data centers aussi, même si ce n'est pas gigantesque comme chez eux. Je peux citer au moins 4 que je connais, le ministère de Poste en a, Canter en a, MCN en a, Orange en a, au Centre de développement numérique universitaire, il y en a aussi. Donc, on a déjà les data centers au Cameroun. Notre difficulté, c'est aller collecter les données pour y stocker. C'est ça notre difficulté. Et donc, dit que nous serons la poubelle. Si on ne fait rien, on va utiliser ce que les autres ont fabriqué. Comme nous portons les habits que les autres ont portés, nous portons les chaussures que les autres ont déjà portées. On va se retrouver dans cette logique-là. Mais nous avons encore la possibilité de nous rattraper. Heureusement qu'on a pris à temps. La seule chose qui nous manque, c'est aller chercher, collecter les données qui sont propres à nous, les arranger pour que l'IA puisse les consommer et fabriquer une IA faite par les Camerounais pour les Camerounais, ou bien faite par les Africains pour les Africains. Je ne sais pas si j'ai répondu. Et je voulais dire un mot sur la question en ligne qui demandait s'il faut limiter le développement d'IA. Je pense que non, parce que lorsque vous voulez collecter des données, il y a toujours un aspect éthique qui doit passer par la Commission nationale de l'éthique pour valider certaines choses. Donc, du moment où la Commission nationale de l'éthique regarde et dit oui, vous pouvez le faire, ça veut dire qu'on a l'approbation pour faire ce travail-là. Et si on dit qu'on doit limiter, alors si vous ne le faites pas pour vous, vous allez consommer pour les autres. Donc, pour moi, on ne doit pas limiter, il faut développer pour nous. Merci. Bien, merci professeur pour la question et la réponse à la question du lecteur. Je voudrais simplement revenir à l'interculturalité dont parlait tout à l'heure le docteur Obongo. En fait, l'intelligence artificielle, c'est déjà tous les comptes, tous les mythes sont intelligence artificielle dans nos pays. Hein. Le docteur Tsala, autrefois le jeune, a fait thèse sur la loi des parents absents. Et il découvre qu'en fait, ce qui fait, je dirais, le télos, même les gens qui n'ont pas de parents dans la communauté, c'est les contes, les mythes et les proverbes. Quand on vous dit, on vous dit, c'est un proverbe qui signifie qu'il faut être prudent et que tu as besoin d'un autre qui t'enseigne. Ce mythe-là t'enseigne et tu dois être prudent. Donc, la loi des pères absents signifie tout ce que nous avons enregistré dans les contes, les mythes, les légendes est déjà la comme intelligence artificielle, à mon sens. Merci. Nous donnons la parole au public pour la suite du débat.
Ok. Nous vous remercions, chers panélistes, pour le bel enseignement dont vous nous avez nourri. Alors, j'ai deux questions, si vous me permettez. La première question est directement adressée au professeur Nga Alice qui n'est pas là. Je ne sais pas si certains parmi vous peuvent m'aider. Je voudrais savoir, l'IA représente-t-elle une nouvelle forme de puissance que l'homme risque de ne plus contrôler? L'IA représente-t-elle une nouvelle forme de puissance que l'homme risque de ne plus contrôler? Alors, la deuxième question est directement adressée à Madame la Sœur. Alors, Madame la Sœur nous a entretenu sur l'IA et Aristote. Je voudrais savoir, peut-on expliquer ou comprendre l'IA à partir des 4 causes aristotéliciennes, dont la cause matérielle, formelle, efficiente et finale? Je vous remercie. Merci pour la parole. Je suis un étudiant Mokola Alphonse de la classe de 3. Alors j'ai une question adressée au docteur de savoir, au vu de votre invitation, docteur, à la prudence face à l'IA, est-il possible, quand on sait les défis contemporains africains actuels et développement et d'industrialisation, de parler de prudence? Ne devons-nous pas plutôt promouvoir une curiosité scientifique? Troisième question pour cette série. Une dernière, troisième. Donc, si quelqu'un a posé des questions. Bonsoir, chers panélistes. Moi, c'est l'étudiant Emmanuel de la philo. Mes propos vont s'adresser directement au professeur Norbert à la question de savoir comment est-ce possible qu'une IA puisse avoir la capacité de consommer l'énergie électrique d'un pays, à l'exemple le Cameroun. Je vais poser la question au professeur si c'est une hyperbole pour interpeller le gouvernement camerounais à se lever pour entrer dans ce rythme épistémique d'avancée de l'IA. Merci. Bien, merci. Nous allons donner la parole maintenant aux panélistes. Et ce sera, après cette réponse aux questions, le dernier tour. On va poursuivre les discussions dans les corridors. Sans plus attendre, la révérende sœur Véronique Benoît, docteur, vous avez la parole. Merci. Je pense que notre étudiant a été un peu distrait. Tout simplement parce que depuis le début de la communication, j'ai essayé d'expliquer, de présenter que tout part d'Aristote. Donc, puisque lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle renvoie à une forme de raisonnement, n'est-ce pas? Et j'ai fait par exemple le rapport de l'âme avec la forme, n'est-ce pas? La machine avec la matière. Donc, pour dire, vous voulez savoir si on peut comprendre l'intelligence à partir des 4 causes. Je dis oui. Lorsque vous regardez votre cours de logique, n'est-ce pas?
et que vous partez, par exemple, si on prend les questions éthiques, hein? Si on prend les questions éthiques ou alors si on prend les questions de calcul, comme on a dit, ça part déjà de la pensée d'Aristote et qui a été, on peut dire, améliorée et transformée en intelligence artificielle. Ça va se dire comment. Bien, il est facile de comprendre que Aristote sert de base à tout raisonnement, même celui artificiel. Mais Aristote donne des règles de grammaire. On a repris l'exemple de Chomsky pour cette affaire de le panier se promène en ville. La phrase est grammaticalement correcte, c'est une phrase grammaticale. Et tous les éléments sont là, le sujet, verbe, complément. Mais cette phrase, quel est son sens? Sauf si quelqu'un s'appelle le palmier, dans ce cas, la phrase prend un sens. Et l'exemple qu'il donne, j'ai vu une huile intelligente. Une huile intelligente, c'est une phrase grammaticalement correcte. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est à partir de là que commence la défaillance de l'intelligence artificielle. Parce qu'elle ne connaît pas les nuances. Elle ne peut pas négocier. Dans la négociation, chacun donne des arguments. Il en sait d'autres. Alors que le raisonnement de l'intelligence artificielle serait un raisonnement unilatéral, puisque la machine apprend que quand 2 et 2 font 5, il n'y a plus rien. Alors que vous pouvez dire, bon, si on a 4 objets, et moi je vais prendre 3, après je voudrais en prendre 3 aussi, comment on fait? On décide donc, par exemple, de commencer par diviser le premier élément. On attend les autres. Et puis un jour, on décide de diviser le deuxième, jusqu'à ce que chacun ait un élément. La négociation n'est pas du caractère de l'intelligence artificielle. Et c'est là qu'Aristote est complètement au-dessus de tout soupçon. Parce que l'homme raisonne en vue de ce que la professeure appelait le télos. Alors que la machine raisonne en vue du calcul. Et le professeur Norbert nous a parlé des données. Si vous donnez des données qui n'intègrent pas encore les éléments existants, eh bien, la machine ne saura pas qu'ils existent. Si un vocabulaire qui n'est pas encore là, il ne sera pas dans la machine. Mais si le vocabulaire est là, il enregistre. Et il peut donc nous dire quel mot vient après tel autre. C'est ce que nous voyons quand nous écrivons des SMS. Vous apportez du jeu. Puis vous dites, il y a un mot qui vient, je viens, ou je suis, etc. Parce que le contexte a été formaté de sorte qu'après je, le contexte a cette solution aussi. Après je, on sait qu'il y a un verbe qui va arriver. Mais la négociation, elle n'est pas de l'ordre de l'intelligence artificielle, au sens simple. Voilà pourquoi le professeur a parlé beaucoup des calculs. Il a parlé en technicien des calculs. La notion de calcul, elle est vraiment très mathématisée. Bien, nous allons permettre au professeur, je vous en prie, de répondre à la question qui lui a été posée, à savoir si on va avoir peur. Oui, madame. Donnez le micro. Je voudrais dire, à la suite de ce premier meeting, pour renforcer la préoccupation de l'étudiant, que la possibilité d'Aristote avec l'intelligence artificielle, c'est aussi surtout le premier intervenant l'a souligné dans les scènes générées. Parce que le raisonnement d'Aristote n'est pas toujours en rapport avec le réel. Ce n'est pas toujours en phase avec le réel. C'est-à-dire qu'il y a des créations qui n'ont rien à voir dans le raisonnement aristotélicien avec le réel. Donc, il n'intègre pas toujours la complexité du réel.
Et c'est là nous l'avons trouvé dans l'intervention sur le premier intervenant avec les scènes générées où on fait des montages qui n'ont pas toujours des rapports directs avec les faits réels. On trouve ça parfois dans les fake news où facilement on peut être emballé. Si on dit qu'on a trouvé quelqu'un qui marche avec la tête, si la phrase est correcte, grammaticalement correcte, syntaxiquement correcte chez Aristote, elle peut rien avoir avec le réel. Donc on trouve ça aussi dans l'intelligence artificielle. Merci. Sœur Norbert, de répondre à la question qui a été posée. Je vais dans la question, c'est deux questions. La première, c'est comme parler de la nouvelle forme de puissance incontrôlable qui était adressée à la dame. C'est ce que les gens craignent, la crainte de tout le monde, que l'IA peut devenir incontrôlable. Même les grands chercheurs en IA, les grands inventeurs tels que Yann LeCun et Denjo, à un moment ils ont dit qu'il fallait faire une pause et définir les règles pour avancer et bien contrôler. Là, ça se comprend parce que Yann LeCun est européen. En Europe, on met d'abord les cadres, on établit la réglementation et on demande à tout le monde d'évoluer dans la réglementation. Alors que aux États-Unis, on laisse d'abord tout aller et on régule après. Ça ne passe pas pour les Américains, et comme ce sont les Américains qui développent, on ne peut pas faire une pause, on continue. Si ça pose un problème, on règle le problème. Et donc, une puissance incontrôlable, je ne sais pas, mais puisque c'est toujours l'homme qui est derrière, ça reste contrôlable. Et l'éthique de l'IA voudrait que l'homme soit au milieu de toute décision et que ça reste un outil d'inclusion et non un outil d'exclusion. Ce qui fait que, comme c'est l'homme qui doit contrôler, l'homme aura toujours le dernier mot. Et tout récemment, il y a eu un problème comme ça, où l'IA a désactivé des comptes de blockchain, les gens ont perdu de l'argent. Donc, ils ont laissé l'IA faire le travail. Donc, cette IA-là, l'IA agentique, c'est un agent comme fabrique autonome qui essaie de faire tout à la place de l'homme. Et ils ont perdu de l'argent avec. Et donc, c'est un problème. Il faut que ça reste contrôlable. Donc, c'est-à-dire que l'homme prend la responsabilité de la décision, l'IA vient comme un outil d'aide. Donc, maintenant, pour la question qui concerne la consommation énergétique, on ne se rend pas compte. Quand vous branchez l'ordinateur, même le laptop, même votre téléphone, il y a une consommation énergétique que nous ne mesurons pas. Donc, si vous entrez dans une salle où il n'y a pas de laptop, il n'y a pas de desktop, vous avez ressenti cette chaleur. Donc, et ce sont des petits ordinateurs, ce ne sont pas les gros ordinateurs. Or, si vous faites tourner une application qui a des millions de milliards de paramètres à chercher, c'est-à-dire, je vais prendre les données qui tiennent sur 20 ans, où les gens ont mis des textes, les gens, chaque jour, les gens mettent des textes. Ou même si vous prenez YouTube, qui depuis plus de 20 ans, les gens mettent des vidéos, et on estime que c'est au moins le million de vidéos qu'on met par minute sur YouTube. Donc si vous prenez ces données, vous dites, je vais me mettre à travailler dessus. Alors il vous faudra des milliards et des milliards de paramètres à faire pour faire ce que la sœur a appelé l'apprentissage automatique. Donc pour enseigner et dire qu'est-ce qui est à l'intérieur, qu'est-ce que je peux extraire. Ces milliards de paramètres demandent des machines puissantes. Et donc nos machines, comme nous baladons avec, on ne peut pas le faire, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas fabriquer ce modèle avec. Donc la puissance de ces machines va être faite de telle sorte que rien que le refroidissement, donc rien que les outils de refroidissement vont consommer tellement d'énergie que aussi presque égal à la quantité d'énergie que vous utilisez pour faire tourner la machine. Et c'est pour cela qu'on va aller dans les pays qui ont la capacité de fournir cette énergie-là afin de faire tourner ce genre de machines. Et donc ces pays, ce sont des pays qui ne connaissent pas le délestage. Et donc si vous prenez notre consommation électrique, même la consommation électrique du Cameroun, si vous prenez, vous essayez de faire la part
entre ce que les usines prennent et ce que la population prend. La population ne prend pas grand-chose par rapport aux usines. Et donc, il faut voir ces data centers ou bien ces centres de calcul comme ces usines qui prennent beaucoup d'énergie pour faire tourner. Heureusement, aujourd'hui, il y a une tendance qui demande à faire ce qu'on appelle l'IA frugale, c'est-à-dire l'IA qui consomme très peu d'énergie, qui demande très peu de ressources. Et si on intègre la notion d'inclusion, ça pourrait dire qu'il faut faire une IA que tout le monde entier peut utiliser, les Africains y compris. Et il y avait une question qui disait que nous, vous savez aussi que dans le monde, lorsqu'on parle d'IA, il y a aussi beaucoup d'argent derrière. Et du moment où il y a de l'argent derrière, alors l'Afrique ne représente pas grand-chose. Je crois que c'est moins de 1%, sinon l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire l'autre partie qui nous concerne, si on enlève le Maghreb et l'Afrique du Sud, le reste là, nous, en termes de business, nous ne représentons pas 1% du marché. Et donc, on peut carrément vous mettre de côté et développer l'IA, puisque vous ne représentez rien sur le marché, et développer clairement cette IA qui va vous absorber. Ce qui fait que notre quantité d'énergie qui nous permet d'éclairer les lampes, ça ne peut pas faire tourner les machines qui vont aller là-haut. Donc, on ne peut pas. Cette consommation énergétique, je ne sais pas si notre gouvernement aura la capacité de produire une telle quantité d'énergie, parce que ici, chez nous, l'énergie est principalement basée sur les cours d'eau. Et donc, quand on regarde, même ce que nous avons déjà, nous ne satisfait pas encore dans les ménages. Donc, s'il faut encore une quantité pour faire tourner les gros data centers, il faudra qu'on passe peut-être au nucléaire pour faire tourner cela. Ce qui n'est pas le cas. Donc, aujourd'hui, on encourage à développer des IA qui sont très simples, qui peuvent être, vous pouvez vous demander une très faible quantité d'énergie, une très faible quantité de ressources computationnelles pour faire tourner afin que tout le monde en profite. Merci. Bien, merci beaucoup pour cette deuxième tour de questions-réponses. Nous allons passer à la dernière, étant donné que le temps commence à nous harceler. 3 questions et nous allons clore le débat ici en salle pour le continuer dans la vie. Je suis Manga Laurent Lionel, étudiant en 3e année philosophie. La première question, c'est au docteur Véronique Noir. Vous avez dit une phrase qui m'a intéressé, c'est-à-dire Aristote nous amène à découvrir ce que c'est qu'un être raisonnable que nous sommes. Il m'est arrivé souvent de tomber sur des expressions intelligence artificielle et intelligence humaine artificialisée. J'aimerais savoir, est-ce que les deux partant du raisonnement d'Aristote peuvent passer, puisque parler d'intelligence artificielle, c'est déjà comme la doter d'un statut ontologique qui nous serait dû. La deuxième question, c'est le professeur Norbert. Puisqu'il a parlé de l'aspect technique, j'aimerais savoir, est-ce que la technicisation de la méthanesomatose pour vous est possible? La méthanesomatose que le professeur Mouchi avait évoquée lors de la leçon inaugurale, cette possibilité de la physique quantique apparemment de pouvoir dans l'avenir transférer un cerveau humain dans une machine pour continuer à vivre même après la mort. Merci. Oui, la première question partait du raisonnement d'Aristote qui nous aide à découvrir ce que c'est qu'un être humain, que nous sommes bien sûr. Maintenant, cela m'a fait penser à ces deux expressions, intelligence artificielle et intelligence humaine artificialisée, juste pour avoir une précision conceptuelle. Puisqu'au fond, si nous regardons, dit intelligence artificielle, c'est déjà comme la dotée d'un statut ontologique qui nous serait dû. Ma question s'adresse au professeur Norbert. Et avant toute chose, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour la qualité de votre exposé. Je suis Pierre Casco Constant,
étudiant en 3e année de philosophie, Institut de philosophie Saint-Joseph Moncassa, beaucoup finissant. Dans votre exposé, docteur, vous aviez dit ou affirmé, je paraphrase, l'intelligence artificielle doit jouer le rôle d'assistance pour l'homme et non celui de remplacement. Voilà. Ça, c'est qui est vrai. Et dès lors, des petites questions se posent. En déléguant progressivement ses fonctions à l'intelligence artificielle, l'homme ne risque-t-il pas de devenir passif, dépendant ou immédiat? Deuxième procès, ne voyez-vous pas que cette assistance est un envoi ou un départ vers les remplacements, parce que généralement les assistants finissent remplaçants? Merci. Une dernière question. Merci. Le curé de la paroisse représentée à son curé. Je suis persuadé que l'intelligence artificielle devrait être le prolongement de l'intelligence humaine. Et de ce point de vue, est-ce qu'il est possible que nous puissions penser l'IA sans s'appuyer sur l'homme? Et aussi, j'ai comme impression que l'IA est une forme d'aliénation de ceux-là qui contribuent une certaine intelligence classe. L'intelligence classe, je voulais dire, de ceux-là qui font preuve d'une certaine insuffisance intellectuelle et que l'on peut relever le niveau en proposant l'intelligence artificielle. Je vous remercie. Je m'adresse au docteur. Avant de donner la réponse à votre dernière question, il est resté en suspens une question adressée au professeur Armand. Si vous permettez qu'il réponde d'abord à cette question-là. Ensuite, on va passer aux réponses aux trois dernières questions. Merci, monsieur le modérateur. L'étudiant attend nous poser la question de savoir s'il est possible de parler d'une prudence. Alors nous faisons face à un problème de sous-développement. Pardon? Une curiosité scientifique, côté de philosophe, de spiritualité. Pour ceux qui ont lu un peu les textes des philosophes, des philologues, notamment Merleau-Ponty, à l'introduction, dans son introduction, il parle de quelque chose de très important, il appelle ça l'attention, la vertu de l'attention. C'est-à-dire, le philosophe est celui qui recherche ce qui ne se voit pas partiellement chez les humains, c'est-à-dire ce qui est déjà ordinairement vu, qui ne doit pas intéresser le philosophe, mais ce qui est déjà derrière, ce qui gît en dessous de ce qui, c'est-à-dire ce qui tient, ce qui se tend, c'est ce qui intéresse le philosophe. Vous comprenez? Donc, ce qui fait notre essence en tant que philosophe, c'est d'abord la curiosité. Il y a un certain professeur, Nandomo, il était sociologue. Oui, c'est le nom. À l'université de la il disait souvent quelque chose pour le meilleur, c'est-à-dire le scientifique, et comment vous voyez. C'est-à-dire que dans la table, il donne, il guette, et il retourne. Il donne, il le guette, et il retourne. Et après, il prend position. Donc c'est également ça le philosopheur. Le philosophe, fondamentalement, est curieux. Si tu n'es pas curieux, tu ne peux pas faire de la philosophie. Le tout n'est plus d'aller rester en plein soleil. Par exemple, c'est pas moi qui vous regardez là-bas, pour garder les cheveux comme moi je regarde déjà à la barbe. Je n'en ai pas déjà. Pour dire qu'on est philosophe. Donc l'intelligence artificielle est bien lue par monsieur le professeur que je respecte bien. Mais il y a quelque chose qui manque. Il fait tellement confiance à cette intelligence artificielle qu'il oublie de faire un peu de phénoménologie.
je ne sais pas pourquoi, la biologie échappe aux scientifiques. Le philologue est celui-là qui parfois observe les choses et veut percer le pléthore des choses. Je vais répondre pas à la question du père. Il dit que ce n'est pas une donnée, il va répondre, j'essaie aussi de laisser le commentateur, puisque j'en suis déjà et le jeune homme m'a posé une question relative à la pédagogie de l'attention. J'attire simplement l'attention des uns et des autres par rapport au momentisme d'intelligence artificielle. On peut faire confiance en la machine, mais ces données sont stockées par ceux qui ont des moyens financiers. Nous suivons ceux qui ont des moyens financiers, mon père. Ce sont leurs données qui nous imposent une façon de vivre le monde. Les Africains ne font que suivre ce momentisme. C'est-à-dire c'est quelque chose comme une aliénation intellectuelle. Les gens nous fait croire qu'ils corrigent les fautes d'orthographe et de grammaire. Les gens vous envoient lire les textes grecs, parfois avec des fautes. Mais parfois, je me disais un peu un jour des autres étudiants, d'après les comptes de tout un chacun, il y a des fois que l'intelligence artificielle qui est tellement louée, ici, aujourd'hui, me choque de penser que notre avenir ontologique se trouve dans le numérique. Pour cela, elle me connaît, c'est comment mon intuition, elle est partie un peu plus lente. Je ne refuse pas la science, je ne suis pas qu'il nous faut. Je ne suis pas qu'il nous faut. Mais j'attire l'attention des conséquences néfastes qui peuvent égorger l'intelligence artificielle. Pourquoi pas nous exposer cette science comme si c'était quelque chose de nouveau? Comment fait l'intelligence artificielle? Les scientifiques font l'effort de nous faire comprendre. Ça nous aide. Mais ça ne va pas remplacer l'être humain en soi. L'ontologie demeure l'ontologie. L'ontologie fondamentale. L'être en tant qu'être. Qu'est-ce que être? Donc, tout ce que vous nous racontez là, vraiment, c'est un pédagogisme. La mathématique de la vie, moi je préfère déconstruire pour que la philosophie commence à se aujourd'hui, les ministres de France qu'on envoie à la tombée. Alors, j'ai pris cette envol en prenant position que l'intelligence artificielle ne pourra pas permettre aux Africains d'être autonomes. Sinon, c'est une autre forme d'aliénation, de servitude volontaire et involontaire. Merci. Nous passons donc aux réponses à la dernière série de questions. Ma question est partie de l'expression que j'ai utilisée en disant que Aristote nous oblige à découvrir ce que signifie être un animal doué de raison. Et l'étudiant veut savoir quelle est la différence entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine artificialisée. C'est ça? Bon, alors, je crois que depuis le début, tout le monde a fini par comprendre que l'intelligence artificielle n'est rien d'autre qu'un flux de données numériques entassées dans un serveur. Tandis que l'intelligence humaine artificialisée, c'est-à-dire c'est l'humain, c'est toi avec la faculté de juger, de raisonner, de discerner, qui décide de porter un certain nombre d'éléments, de données, d'informations pour les transférer, pour les stocker. Moi, parce que je ne sais pas, les autres parlent de transférer à une machine. Donc l'intelligence humaine artificialisée, c'est juste que c'est ton intelligence que tu as mis, puisque la machine reproduit ce que tu dis.
Et comme on a dit depuis le début avec le professeur Norbert, dans mon propos, je vais aussi souligner, il y a le souci de probabilité. Parce qu'il se limite aux probabilités que tu lui donnes. Elle, en tant que machine ou intelligence, elle se limite aux probabilités des données qui lui ont été transférées. Donc, comme les autres panélistes ont dit, l'homme reste toujours au centre. Et ça revient à la question que je posais vers la fin. Est-ce qu'on peut vraiment parler de l'intelligence, dire qu'une machine est intelligente, étant donné que cette faculté-là est propre à un être humain? Je ne sais pas si je réponds à la question. Bien, professeur Norbert, vous avez la parole. Merci. J'ai beaucoup de questions. Je ne sais pas, je vais répondre au fur et à mesure. Donc, la première qui venait du secrétariat qui demandait est-ce qu'on peut intégrer le cerveau humain dans la machine. Je vais prendre un peu dans l'informatique en général. Peut-être que les mots choisis, c'est ça qui pose aussi un problème. L'informatique, c'est une science qui est récente par rapport aux autres. Et du moment où c'est une science qui est récente, beaucoup de mots qu'on utilise en informatique sont empruntés chez les autres. Donc, par exemple, si je suis devant des étudiants de master, si je leur dis mécanisme d'attention, ça ne sera pas la même chose que vous. Ils vont comprendre autre chose qui est basée en calcul, qui sera basée à des calculs qu'ils vont faire. Donc, ce qui fait que vous allez trouver plein de mots qui viennent dans votre domaine qu'on va utiliser en informatique. L'intelligence artificielle qu'on a aujourd'hui, en arrière-plan, le modèle qui est derrière, c'est un modèle basé sur ce qu'on appelle des réseaux de neurones artificiels. Et ces réseaux de neurones les construits. Donc vous voyez, neurones, c'est la biologie, ça n'a rien à voir avec eux. Donc réseau de neurones artificiels. Donc on met encore artificiel pour dire, attention, ne confondez pas avec la biologie. Et pendant la formation de ce modèle-là, constitue ce qu'on appelle l'apprentissage automatique. Donc on apprend, l'apprentissage c'est un processus cognitif, mais quand on va faire l'apprentissage automatique pour prendre toujours un vocabulaire là-bas, et donc pour répondre à la question, est-ce qu'il faut intégrer le cerveau humain? C'est déjà modélisé, donc c'est comme manipule, comme ChatGPT et autres. En gros, en arrière-plan, c'est un gros réseau de neurones. Et en ce moment, un neurone, c'est la modélisation mathématique du neurone biologique qu'on met en place. Et qu'on va les faire communiquer entre eux, un peu comme si c'était le cerveau qui faisait aussi cela. Mais ce sont des mathématiques qu'on met en place pour faire ces gens. On modélise le neurone, et lorsqu'on modélise plusieurs neurones et qu'on les fait communiquer, on trouve un réseau de neurones. Et le cerveau, c'est le plus gros réseau de neurones qui a des milliards de neurones. Donc c'est déjà dans la machine. C'est ça qu'on manipule tous les jours. Et deuxième question, c'était le risque de remplacement. Donc, à un moment, l'assistant va remplacer le titulaire. Je n'y crois pas trop. Parce que si vous regardez l'évolution de la technologie, est-ce qu'avant les voitures, on n'allait pas quelque part? On y allait. Et qu'est-ce que les voitures ont apporté? On va plus vite. Et c'est comme ça qu'il faut aussi voir l'intelligence artificielle. Avant l'intelligence artificielle, on soignait les gens. Avant l'intelligence artificielle, on écrivait nos textes. Même avant l'ordinateur, on écrivait des textes. Les textes ont été soutenus où on écrivait à la main. Quand l'ordinateur est arrivé, on a dit qu'il faut saisir. On a saisi. Et c'est facile de corriger en ce moment parce que quand il y a une faute qu'on va corriger dans un fichier, ça nous permet d'aller plus vite. Maintenant, l'intelligence artificielle arrive. Ça ne va pas nous remplacer. Ça va nous permettre d'aller encore plus vite. Donc, et c'est pour ça que je dis, c'est toujours pour moi, c'est un assistant.
Et comme je suis enseignant, lorsque je commence le cours, je commence par là. Après, les étudiants me disent, prenez votre téléphone, lancez toute application, si que vous avez dans le téléphone, on va interroger sur mon cours. Donc, qu'est-ce que lui pense de mon cours? Du coup, que je vais vous dispenser, et il répond, et après, on regarde ensemble. Donc, c'est un assistant. Et c'est pour dire à l'étudiant qu'en réalité, je ne vous apporte pas grand-chose. Si vous voulez ça, il y a déjà ça partout, vous pouvez prendre le cours. Vous voulez même avoir le cours en PDF, en papa pour vous interroger, qui vous donne. Donc, c'est un assistant, ça reste un assistant. Pour moi. C'est ça. Autre question, c'était penser l'IA sans s'appuyer sur l'homme. Si vous emmenez l'homme, l'aspect éthique est perdu. Et c'est pour cela que je dis le plan du développement de l'IA, qu'on appelle le responsible AI, donc l'IA responsable, demande d'utiliser l'IA comme un outil d'inclusion et non comme un outil de frustration. C'est-à-dire qu'il faut faire de telle sorte que l'homme qui soit au milieu et que ça attire plutôt les hommes à résoudre leurs problèmes. Que tout le monde se sente que c'est son outil, donc que ce soit inclusif. Parce que si vous développez une IA qui, pour l'utiliser, rien que je prends cette femme-là, pour l'utiliser, pour acheter une machine qui coûte 1 million, alors vous avez exclu tout le monde, ça va se limiter aux riches. Et donc l'homme, il faut mettre l'homme au centre et dire, pour l'IA, pour nous, l'IA en Afrique, ou l'IA au niveau du Cameroun, il faut une IA culturellement contextualisée, c'est-à-dire qui va prendre en compte la réalité de nos cultures, sachant que nous pouvons avoir, avec 20 000, on peut avoir un smartphone et que l'outil d'IA doit tourner dessus. Donc en concevant dès la conception, qu'on pense directement que l'outil qu'on met en place doit être fonctionnel là-dessus. Que tout le monde ne sait pas lire. Et donc, dès la conception, qu'on pense à ceux qui ne savent pas lire. Et je prends souvent l'exemple de WhatsApp. Quand vous voyez WhatsApp, c'est populaire parce que tout le monde peut l'utiliser. Celui qui ne sait pas écrire va envoyer le voice. Et donc, celui qui sait écrire, il va écrire. Et donc, c'est ça qu'on doit aussi avoir. Donc, il faut mettre des alternatives pour tout le monde afin de faire cette inclusion. Donc, remettre l'homme au centre pour que l'IA soit l'assistant. Oui. Et l'IA, est-ce que c'est une forme d'aliénation? Pour celui qui veut être là, ça sera une forme d'aliénation, ça va l'aliéner. Mais pour celui qui veut s'accaparer, ça va lui donner les moyens pour aller plus vite. Donc, si on dit, mettons de côté, on ne va pas l'utiliser parce que ça va nous aliéner, pendant que vous serez en train de dire, ça va vous aliéner, celui qui dit, je sais bien l'utiliser, parce qu'utiliser l'IA, c'est encore une autre école. Donc, parce qu'il faut faire attention, c'est un domaine qu'on appelle le prompt engineering, qui consiste à savoir comment écrire une requête et soumettre à l'IA générative pour qu'elle donne les réponses correctes. Donc, celui qui sait faire cela, il va aller plus vite. Pendant que vous serez en train de dire non, je n'utilise pas. Si quand par exemple, comme je suis informaticien, je veux écrire un programme pour gérer l'école. Je dis bon, toi, voici comment mon école est écrite. Et je génère moi rapidement un programme. Pendant que j'aurai un prototype en 1 heure de temps, que je serai en train de tester, celui qui dit je ne vais pas l'utiliser sera en train de cogiter encore sur comment sera la structure des fichiers, comment sera la structure des bases de données. Et là, pendant qu'il sera en train de faire ça, j'aurai déjà un prototype. Donc il va aller plus vite avec. Mais au tout début, il faut quand même que je connaisse ce que l'IA va me donner. Donc si je ne connais pas ce qu'il va me donner, alors je ne peux pas l'interroger. Donc dès le début, je sais que comme c'est mon IA que je vais interroger, il faut que j'écrive bien la requête que je vais lui soumettre. Il va me donner des éléments et je vais exploiter pour aller plus vite. Bon, peut-être pour revenir à ce que le docteur a dit, parce qu'il disait que non, on n'a jamais dit
n'a jamais dit que l'IA devait substituer l'être humain. Que fait l'IA aujourd'hui? On prend certaines tâches, on confie à l'IA. Ce sont quelle forme de tâches? Ce sont des tâches qui ont des règles bien définies. Et ce sont ces règles qu'on implémente. Et ce sont ces règles que la sœur utilise dans la logique. Parce que quand il parle de règles, c'est quelque chose du genre, une proposition, genre, si vous avez ça, alors vous devez avoir ceci. Et donc, du moment où vous avez ce genre de règles, vous pouvez implémenter cela et ça fait ce qu'on appelle l'IA symbolique, qui manipule les symboles. Et l'IA qui domine le monde aujourd'hui, c'est l'IA numérique, qui est l'IA neurologique qui consiste à utiliser les réseaux de neurones pour faire des choses. Et la tendance actuelle, c'est de coupler les deux. C'est-à-dire faire du neurosymbolique. Dans le neurosymbolique, il y a symbolique qui est vu tellement comme une boîte noire, parce que c'est beaucoup de calculs mathématiques, d'optimisation et autres, que les gens ne vont pas comprendre. On va intégrer de l'IA symbolique qui manipule les symboles que les humains comprennent facilement. On va les mettre ensemble, comme elle a dit dans son propos, l'IA numérique va permettre d'affiner ce que les symboles avaient prévu. Et on va mélanger flexibilité d'un côté et certitude ou précision de l'autre pour fabriquer des modèles différents. Donc, pour résumer mon propos, ça reste un assistant, comme j'ai dit. Et ensuite, si vous voulez rester à la crainte, vous serez à la crainte et à un moment, quand vous allez vous réveiller, vous allez constater qu'il y a un fossé entre vous et les autres. Donc, vous dites quoi? Si vous avez les données, c'est-à-dire les données qui concernent le domaine des langues, c'est-à-dire nos langues, alors moi je suis preneur. C'est-à-dire si vous avez les données en Ewondo, puisque dans notre équipe, il y a tout un pan sur le traitement du langage naturel, et la langue que nous traitons plus, c'est Ewondo. Et on dit merci souvent aussi comme guide, parce qu'on retrouve généralement la traduction des textes, ce que nous appelons les textes alignés, le français et l'équivalent, même si ce n'est pas on trouve les versets, on retrouve pratiquement. Ça nous permet de faire des modèles de traduction, mais la quantité n'est pas suffisante pour faire quelque chose en production. Et donc, si vous avez ces données-là, ou bien si vous avez la possibilité de les avoir, n'hésitez pas à partager avec les étudiants qui viendront vous dire j'ai besoin de la donnée pour ceci. Parce que c'est ces données-là qui vont vous permettre d'avoir une IA culturelle ou bien culturellement adaptée à nous. Merci. Bien, merci à tous les panélistes, merci à l'assistance. Nous n'avons qu'ouvert le balai qui doit se poursuivre après la fête nationale, donc jeudi et vendredi. Pour aujourd'hui, le balai est ouvert. Nous allons continuer les discussions dans les couloirs en sachant que nous ne sommes qu'au début. Bonne dégustation. Merci. On ovationne encore plus fort pour le panel. À présent, nous allons passer la parole à un technicien de l'organisation, le général, j'ai nommé le docteur Robert Odoro. J'aurais pu prendre la parole au début des travaux, mais étant donné que le recteur m'a constaté au niveau du rôle qui était le mien, en prononçant la phrase laquelle j'ai déjà ouvert les travaux du colloque du café philosophique 2026. Je ne veux plus à faire cette déclaration. Donc, elle préférait le texte pour ne pas payer le double. Cela nous a permis, évidemment, de gagner en temps. Cela nous a permis 7 heures. Et
nous annonçons au panel suivant jeudi prochain. Ce sera le deuxième jour consacré à l'étude de l'intelligence artificielle, éthique et gouvernance dans le contexte africain. Le modérateur, c'est le docteur Sambara Augustin Bombonnet. Nous aurons donc le docteur Léopold Fouabet qui va nous entretenir sur penser la rencontre de la philosophie avec l'intelligence artificielle à partir de l'Afrique, l'antiquité philosophique d'une question pharmacologique. Nous aurons le docteur Fouda Benoît Janvier qui va nous entretenir sur l'IA et la responsabilité morale entre enjeux épistémologiques et philosophiques. Nous aurons le docteur Bachirou Bezel qui va nous intervenir sur un thème d'une actualité brûlante, l'avenir des consultations électorales face à l'IA, défis et enjeux. Nous aurons le docteur Adama Joseph qui va nous entretenir sur souveraineté numérique et innovation pédagogique. Penser l'IA comme levier d'une renaissance africaine. Je rappelle aux étudiants que la participation au colloque café philosophique est obligatoire. Donc à partir de jeudi, nous prendrons les mesures qui s'imposent pour que cette participation soit effective. Je voudrais remercier maintenant les panélistes d'aujourd'hui pour leurs interventions. Je remercie également tous les participants qui ont honoré de leur présence ces assises. J'invite, en dehors du modérateur, les autres intervenants à une petite séance de travail à mon bureau après la clôture de cette journée. Maintenant, nous allons nous séparer comme chrétiens en prenant un champ d'action de grâce et le Père Claudel qui a prié au début va vous répartir la bénédiction finale. Nous devons pour le champ d'action de grâce. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. La maison d'Israël peut le dire. La maison d'Aaron peut le dire. Tout le peuple de Dieu peut le dire. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. 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 L'Éternel est son amour. Le Seigneur est bon. Et avec votre esprit, vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, les mains dans la paix et la joie du Christ et bonsoir à vous tous.